Bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens à remercier l'Université de Montréal, l'équipe d'organisation, donc pour l'invitation à ce colloque Décentrer le champ des études noires. Ma présentation d'aujourd'hui s'intitule Sortir les Black Studies de l'université. C'est une réflexion sur le cadre et l'histoire des études noires dans le cadre français, et celui plus spécifique de sa manifestation et de son inscription à la Martinique, donc l'île dont je suis originaire, dans la Caraïbe, dans les Antilles françaises. Pour cette intervention, il s'agit pour moi de mettre en avant une analyse de la production et de la diffusion du savoir universitaire et non universitaire dans les espaces périphériques et marginalisés francophones, ici les Antilles françaises et la Martinique. Donc au croisement des champs d'études Black Studies, études postcoloniales, Decolonial Studies. Il s'agit d'objectiver le lien entre le monde académique et les approches pratiques et théoriques de la revisiste et du collectif La Fabrique des Coloniales. À quelques questionnements. Qu'est-ce qui constitue un savoir académique? Quel est l'objet d'une université se situant dans une périphérie française à majorité noire, issue du génocide amérindien, de la colonisation et de la traite et de l'esclavage? Pour qui est produit le savoir? Quelles pratiques de diffusion auprès du public concerné? Et en fait, pourquoi le choix de sortir de ce savoir de l'université? Le contexte et la situation politique et sociale martiniquaise produisent un champ intéressant à la croisée de ces problématiques. Cette présentation est pour moi assez particulière puisqu'il s'agit d'une approche réflexive sur la création de deux outils que j'ai créés quelque part, non pas quelque part pour le coup. La revue culturelle numérique existe que j'ai fondée en 2017, dont le premier numéro date de 2018, pardon, et le collectif de la Fabrique des Coloniales, donc qu'on a créé en 2020. C'est d'autant plus peut-être important que j'ai créé la revue culturelle Zist avant de recommencer ou avant de commencer mon doctorat, et que de manière assez particulière, les articles que j'ai écrits dans Zist ont fini par être des articles académiques ou des chapitres dans des revues universitaires. Donc il y a une approche qui, je pense, est intéressante pour ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est aussi une occasion pour moi je pense que c'est la première fois, de rendre public l'étude et l'analyse en fait socio-historique qui ont poussé à la création de ces outils. Il s'agit de penser et de proposer le rôle du scientifique ou de l'intellectuel dans une société postcoloniale. Alors, petit point rapide sur les études noires en France, hexagonales. En juin 2020, après que des manifestations aient éclaté dans les principales villes françaises contre le racisme et la brutalité policière, liant le meurtre de George Floyd et celui d'Adama Traoré dans une banlieue française en 2016, alors qu'il était en garde à vue, le président Emmanuel Macron a accusé les universitaires français de briser la République, en encourageant une ethnicisation des questions sociales. Jean-Michel Blanquer, qui est alors ministre de l'Éducation, est allé plus loin en disant que l'essence sociale française avait été viciée par des théories importées des universités américaines. Donc en particulier l'intersectionnalité, la question des coloniales et, je pense que vous avez entendu parler de ce mot depuis, le wokisme. Il s'agissait selon lui d'une violation du modèle républicain français. Sans surprise, toute l'expertise et même l'histoire en fait, des sciences sociales françaises ne les intéressait pas. Les études noires en France sont avant tout pensées comme des African American Studies. Et elles apparaissent dans les années 60, notamment par le biais de l'étude de la littérature afro-américaine, notamment donc Michel et Geneviève Fabre, qui sont un peu les pionniers de la discipline dans le contexte français. Jusqu'à aujourd'hui, avec un déploiement croissant, donc jusqu'aux années 2020, puisque maintenant nous avons un projet mené par 3 universités françaises qui s'intitule Écrire l'histoire depuis les marges, qui veut visibiliser les historiens noirs du 19e et 20e siècle dans une histoire institutionnelle en marge, entre guillemets, ou encore les autres productions constitutives du récit historique, et notamment donc, de formuler des programmes de recherche autour des récits d'esclaves. Néanmoins, en faisant l'étude de cette un peu historiographie des études noires en France, hexagonale, on se rend compte qu'il y a tout de même certains biais, on va dire, de l'étude. Il y a cette fascination bien française pour les Afro-Américains, et notamment pour les Afro-Américains à Paris au tournant du 19e siècle. On le voit notamment avec donc ce Paris noir de Pascal Blanchard, publié au début des années 2000. On le voit avec ce Paris créole d'Éric Noël, qui est un historien en plus à l'Université des Antilles, qui parle donc de ces diasporas africaines, antillaises, américaines qui se rencontrent donc, dans ce Paris du début du siècle et de l'entre-deux-guerres.
Mais tout cela, finalement, révèle une centralité française, une centralité métropolitaine, et même de la capitale française, pour penser la question des études noires, en tout cas au tournant des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010 dans le cadre français. Euh, hop. Il y a, sur les 60 ans de la recension et de l'historiographie de ces études noires en France, hexagonale, il y a quelque chose qui manque, qui est assez frappant, c'est les pensées de la traite, de la colonisation et de l'esclavage. Américain, alors que pourtant il s'agit d'African American Studies, en tout cas jusqu'à très récemment, et donc ce projet de parler, de raconter les récits d'esclaves, mais aussi français. C'est une mécanique qu'il faut comprendre. Donc, la France a donc connu l'esclavage, mais cet esclavage et cette traite a eu lieu hors du territoire de la France hexagonale. Et donc, cette distanciation géographique produit aussi une espèce de distanciation de la pensée et de l'incorporation de ces problématiques dans le cadre, dans la pensée nationale dominante hégémonique. Et cela, on le retrouve donc dans les études noires. Néanmoins, depuis, je pense, 15 ans, une vingtaine d'années, j'espère que personne ne va me corriger trop durement, on commence à parler, on commence à avoir des progressions assez conséquentes sur les problématiques de racialisation et de minorité en France, donc la condition noire de Papendiaï, les travaux de Sian Larcher, la fabrique des identités d'Audrey Célestine, Abdelali Hajjat sur la question justement de la création de l'islamophobie dans le contexte français. Alors, ce rapide point donc, sur l'historiographie française et des études noires, je le fais parce que, pour le coup, je vais parler de point de vue assez particulier, qui est celui de la Martinique, qui est donc une société issue de l'esclavage, issue de la traite, mais qui a majorité noire, qui est donc à la fois périphérique, marginale, mais quand on se positionne dans son centre, qui précisément, les études noires sont le principal peut-être sujet d'étude. Je ne vais pas pour autant vous faire un point sur la production universitaire parce qu'il y a un processus historique aussi qui est particulier. Il n'y a pas d'université aux Antilles-Guyane véritablement avant 1982. Avant cela, c'est un centre universitaire, notamment en droit, en médecine, un peu en histoire et en langue, qui se concentre sur les 2 premières années d'études universitaires. Donc la plupart du temps, après ces 2 années qui en général se passaient en Guadeloupe, sur les 2 îles, les étudiants finissaient leur éducation dans l'Hexagone, partaient finir leurs études dans l'Hexagone, donc tout ce qui est maîtrise, master, recherche, doctorat. Et donc il y a un contexte assez particulier finalement de la réflexion de l'éducation en Martinique, malgré donc cette majorité noire, malgré cette histoire coloniale, malgré cette histoire de l'esclavage. Elle n'est pas enseignée dans le programme avant l'université, et elle n'est pas forcément non plus étudiée dans le cadre de l'université, puisqu'il faut s'intégrer justement dans ce cursus français dominant. Il y a une exclusion donc de la double langue, enfin de la deuxième langue qui est celle du créole, qui n'est pas présente dans les cursus. Et donc cet enseignement de l'histoire coloniale et de l'esclavage, il est quasi absent avant les années 80. À noter que l'université est créée précisément par les premiers historiens antillais, les premiers linguistes antillais, les premiers linguistes du créole, donc notamment Jacques Adélaïde Merland et Jean Bernabé, qui vont justement faire advenir cette université des Antilles-Guyane. Donc, dans ce contexte, la production de savoir, la diffusion de savoir centrée, ou en tout cas qui essaie de recentrer la Martinique, se fait en dehors de l'université. Et c'est une tradition qui commence donc, dès la fin des années 30, début des années 40, avec donc, la revue Tropique, donc fondée par Aimé Césaire, Suzanne Césaire, bon, le line-up de All Star, comme on dit, mais qui, en fait, tente de traiter dans une revue littéraire, dans une revue dite culturelle, un certain nombre de questions. La question de la compréhension de la nature autour de soi. Donc il y a des études ethnobotaniques, je parle trop vite, qui sont publiées dans Tropique. Il y a à la fois des critiques académiques pour essayer de penser justement à l'africanité, mais aussi pour réfléchir à quel type de société il s'agit de créer en Martinique. Il y a de la poésie, évidemment. Et puis, il y a la question de la résistance au fascisme, puisque nous avons eu, je ne sais pas si tout le monde le sait, une version assez particulière de Vichy aux Antilles, un peu extra... voilà. Aimé Césaire est aussi un homme politique. Et en fait, un certain nombre d'idées qui vont apparaître dans la revue Tropique, je parle fort, dès que le micro ne marche plus. Ok, let's try this. Ok.
Un certain nombre d'idées qui apparaissent donc dans la revue Tropique deviennent des projets politiques, ou en tout cas des projets militants. Et encore une fois, bien qu'étant maire de la capitale Fort-de-France, il s'agit de projets qui se font dans une forme d'altérité, dans une forme de résistance. Donc il y a notamment donc, ce service d'action municipale, service municipal d'action culturelle, le CERMAC, qui est créé pardon, dans une ancienne garnison militaire qui est transformée en fait en espèce de centre international de la culture noire, qui procède aux premières recensions des pratiques culturelles et artistiques antillaises traditionnelles, et qui permet aussi, en donnant des cours gratuits, des cours de piano, cours de guitare, cours de tambour, cours de danse à la population foyalaise, et qui donc en fait diffuse finalement dans la population à une échelle considérable les cultures noires. Il y a une autre pratique qu'on ne sait pas souvent, c'est la création d'écoles, écoles primaires, collèges, lycées, notamment donc cette association martiniquaise d'éducation populaire. Alors, j'ai trouvé une photo plutôt récente. Je n'avais pas pensé à prendre mes archives avec le bâtiment que ça représentait, c'est-à-dire une petite maison en bois des années 70 sur 4 pilotis mal construits. Là aussi, valorisation du créole, valorisation des pratiques culturelles populaires, et même des laboratoires non universitaires regroupant des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, qui vont aboutir au projet dit Texaco, que vous connaissez peut-être par le roman de Patrick Chamoiseau, Texaco, mais qui en fait est avant tout un projet en fait pas de gentrification urbaine, mais de rénovation urbaine de quartiers populaires de Fort-de-France. Et en fait, Patrick Chamoiseau est donc jeune journaliste, auteur à l'époque, fait la recension de la mémoire populaire des habitants de ce quartier, et c'est comme ça que ce roman finit par exister et donc par gagner un prix Goncourt. Il y a la revue Acoma d'Édouard Glissant, créée au début des années 70, après son retour en Martinique en 67, qui compile littérature, essais, sciences humaines, spécifiquement sur le monde diasporique noir, latino-américain, afro-américain, qui fait le lien avec un certain nombre d'associations en Afrique, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et pour le coup, qui pour moi semble devoir peut-être un jour s'inscrire dans l'historiographie des études noires dans le contexte français. Ce qu'on sait aussi peu d'Édouard Glissant, c'est qu'il a aussi créé une école quand il est rentré en Martinique après 5 ans d'interdiction de territoire, parce que c'était un dangereux indépendantiste révolutionnaire. Il a créé une école, et là aussi, il s'agissait de récupérer les enfants qui se retrouvaient écartés du système scolaire français, soit parce qu'ils ne maîtrisaient pas parfaitement la langue, soit parce qu'ils étaient de milieux défavorisés, donc se retrouvaient souvent marginalisés ou écartés, notamment après le collège, après le brevet, des formations qualifiantes. Donc ici, de mettre en place une pédagogie en créole, de valoriser des pratiques culturelles populaires, et je crois que j'ai fait une dupliquée. Alors, j'oublie la revue Carbet, mais parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous parler aussi de la revue L'Acouzémie, qui se fait autour du poète Monchoachi, qui existe dans la deuxième partie des années 2000 et disparaît en 2010, mais qui est centrée autour de l'expression poétique et politique autour du créole martiniquais. Et L'Acouzémie, cette fusion de deux mots, il s'agit à la fois justement de repenser les discussions, les espaces de création, l'espace de proposition politique et sociale, dans un endroit en fait qui reprend l'idée du lacou, qui est donc cette cour centrale que l'on retrouve dans les installations, dans les habitations rurales, aussi bien je pense en Martinique qu'en Haïti, le terme existe dans les deux îles, et qui en fait en Martinique s'est même déplacé dans les villes, c'est-à-dire que des habitants de quartiers ruraux fuient par exemple la crise sociale dans les campagnes, vont dans les villes et reconstruisent en fait ce lacou. Ce lacou, c'est un espace d'échange, c'est un espace où on plante, etc., etc. C'est un espace de résolution des problématiques. Et les émis, qui sont donc les divinités Kalina, donc qui sont les peuples premiers de la Caraïbe. Donc les lieux d'expression étaient assez originaux et très intéressants. L'idée du cercle, mais reconstruit dans des lieux populaires, donc par exemple Pit pour des combats de coq, je vous ai mis une photo, ou alors des bars de pêcheurs. Donc je vous laisse imaginer des moments de haut échange intellectuel dans ce type d'endroit. Donc il s'agit finalement de sortir cette pratique intellectuelle du cadre, on va dire, serré, un peu joint. Je mentionne tout cela parce que pour moi, il s'agit d'inscrire ce que j'ai mis en place, ce que nous avons mis en place, aussi dans une histoire des pratiques, de ne pas prétendre tout inventer et puis de mettre le mot décolonial dessus et prétendre avoir inventé quelque chose, parce qu'elles nourrissent véritablement ce que nous faisons.
Notamment, ce ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de nouvelles réflexions à apporter et que peut-être que l'idée, c'est d'essayer de répondre à des problématiques qui se présentent en fait dans le temps et dans la succession de ces projets. Euh, Tous ces projets sont de l'ordre de l'artefact historique. Ils n'existent plus, les revues n'existent plus. Le CERMAC n'a plus le même rayonnement qu'il pouvait avoir jusqu'au milieu des années 90. Les deux écoles que j'ai mentionnées sont devenues des écoles un peu standards dans le système français, même si toujours privé. Elles ont un peu perdu leur pédagogie révolutionnaire, leur pédagogie anticolonialiste et même leur pratique du créole. Il y a une déviation des visions originelles. Euh, on se rend compte, en étudiant cette pratique martiniquaise de la fabrication du savoir, donc de la création des institutions créatrices de vie, qu'il y a un double enjeu en fait à la résistance à l'effacement. Il y a l'effacement causé par la permanence de systèmes d'oppression et d'assimilation, qui est, on va dire, l'hyperstructure, la structure dominante. Il y a la difficulté à inscrire ces choses-là dans le temps, en fait. À maintenir, donc c'est à transmettre et à maintenir ces traditions culturelles et politiques. Il y a pour moi une problématique qui est centrale, c'est la question de l'opacité. Bon, on en parle beaucoup chez Glissant, on en parle beaucoup chez Fanon. La fameuse opacité intergénérationnelle, chacun va découvrir sa mission. La problématique de l'opacité, elle se pose de point de vue pratique, en fait, dans ce que nous essayons de faire. C'est une tradition qui naît de la clandestinité. C'est une tradition qui naît de la lutte anticolonialiste. C'est-à-dire de garder les choses dans des petits groupes pour ne pas être vu. C'est une sorte de brouillard de guerre, finalement. La problématique du brouillard de guerre, des petites élites militantes, c'est qu'on ne sait pas, la génération d'après, ceux qui sont en dehors, ceux qui ne sont pas justement dans ces réseaux très réduits, si par exemple ces réseaux sont détruits, s'ils sont contraints, cette transmission ne se fait pas. Et donc ces méthodes et ces idées, elles meurent en fait souvent avec le personnel originel. Et c'est quelque chose dont moi je me suis rendu compte à mon retour en Martinique en 2017. Il y avait toute une série de traditions politiques et culturelles contemporaines qui étaient apparues, qui étaient absolument pertinentes en fait pour solutionner un certain nombre de problématiques actuelles. Mais la grande majorité des gens, ma génération, la génération d'après, n'étaient absolument pas au courant. Et voire même peut-être les gens un peu plus vieux que moi. Donc pour qu'une pratique survive, il faut élargir le cercle, il faut diffuser, il faut organiser, il faut former, il faut formaliser et informaliser. Donc tout ça se retrouve un peu donc dans la création de Zist, qui est une revue culturelle, donc numérique, parce qu'il est difficile d'imprimer en Martinique, aussi parce que le numérique nous permet de casser immédiatement la barrière du shipping, de la logistique, et de pouvoir disons, diffuser dans différents espaces, notamment la Martinique et la Guadeloupe, la Guyane, la diaspora dans l'Hexagone et au-delà. Donc l'idée, c'est de rassembler en fait dans un numéro, hein, comme je vous l'ai montré, dans un héritage assumé des revues culturelles qui existaient avant en Martinique, de la poésie, des idées, du journalisme, du photoreportage, de la critique d'art, des textes un peu plus académiques, et aussi un peu de challenger les récits qui étaient déjà faits ou qui existaient à ce moment-là dans ces différents milieux. Bon, depuis, on a publié plus d'une cinquantaine de contributeurs, on a aussi fait des podcasts, on a fait des vidéos, et aussi des grandes conférences. Ceci est une de nos couvertures, c'est une campagne d'affichage que nous avons réalisée en 2018, clandestinement dans les rues de la Martinique, autour de la question du chlordécone. C'est une fausse pièce de théâtre. Et en fait, il s'agit de montrer la problématique de la pollution aux pesticides aux Antilles, qui est quelque chose qui m'est cher, puisque je suis dans ma chair, étant donné que je suis fils d'agriculteur. Et donc, la revue est aussi engagée, dans le sens où il s'agit aussi de se saisir et de trouver des moyens de sensibiliser les gens par rapport à un certain nombre de problématiques clés. Et donc, ça peut passer par un texte, ça peut aussi passer par une affiche. Cette campagne d'affichage a lancé, en fait, les campagnes de militants dits anti-chlordécone dans l'année d'après, en 2019 et en 2020. Il me reste... C'est bon? Amos? J'ai presque fini. Dans nos pratiques, il s'agit donc de désenclaver, de mettre en dialogue les espaces diasporiques, de rendre visible la production intellectuelle et artistique féminine, notamment à la fois donc, dans nos collaborateurs, les collaboratrices, en termes d'écriture, mais aussi dans notre production visuelle. Donc ici, vous pouvez voir que nous travaillons avec des gens d'endroits bien différents. On fait en fait cette espèce de collage entre des textes qui peut-être parfois parlent seulement des Antilles,
et des propositions visuelles, des histoires visuelles qui en fait résonnent dans toute la diaspora. Et c'est un peu cet effet de collage qui crée des choses assez intéressantes. De penser aussi les marges dans les marges. Donc nous parlons énormément de problématiques queer, mais aussi des questions sociales, des questions des personnes défavorisées. Les personnes qui se sont rassemblées autour de la autour de la revue Ziste, pardon, en 2020, nous nous sommes mobilisés avec plusieurs organisations regroupant différentes générations de militants, d'intellectuels, d'universitaires pour créer la Fabrique décoloniale. Il s'agissait justement de trouver un moyen de traduire, non plus seulement dans une revue, donc dans cet objet qui peut être un peu distant, mais de le mettre, non pas non plus sur les réseaux, dans des conférences filmées, mais dans des rassemblements et des moments qui nous permettraient d'aborder un certain nombre de problématiques. Nous organisons donc des ateliers, nous appelons ateliers, ce sont des conférences, mais par contre qui ont des moments de débat qui peuvent dépasser 3 heures. Nous filmons les ateliers, nous filmons les conférences, nous ne filmons pas les débats. Ces échanges, c'est la photo que vous avez vue au tout début, peuvent rassembler entre 50 et 350 personnes. Nous en faisons tous les mois. Nous avons choisi une petite médiathèque qui déborde très souvent. On a des problèmes de sécurité. Comme vous pouvez voir, les problématiques sont assez diverses. Hein. La question haïtienne et celle que nous avons abordée, notamment en invitant donc Ginette Chérubin, qui est membre du conseil électoral haïtien, sur ce qui est en train de se passer avec le core group. Donc nous avons organisé une tournée en Martinique. Nous travaillons donc sur les questions de la masculinité martiniquaise, sur les questions de politique, sur les questions de démographie, mais aussi sur les questions donc, de rituels et de rites et de religion, donc le vaudou. Nous organisons aussi donc, des expositions internationales. Nous avons monté un pavillon anti-guyanais à la Biennale de Dakar. L'idée, c'est de faire des projets culturels où le référent, la réalisation du projet n'est pas systématiquement dans les métropoles du Nord, mais aussi donc, dans une approche sud-sud. Donc, le pavillon est en ce moment à la Biennale de Dakar. Et puis, nous avons 2 projets de festival pour l'année prochaine. Enfin, nous travaillons sur un projet autour des réparations depuis 4 ans maintenant, qui à la base se pensait comme une conférence internationale, et que en fait nous avons retravaillé pour essayer de penser les réparations from the ground up, de manière ascendante et pas de manière descendante, avec des discours d'experts. Voilà.